Merci Hélène, bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler de ce sujet que je savais franchement pas tellement comment aborder, pour être honnête. J'ai d'abord été rassurée parce qu'il y avait Mathieu qui parle, il y a Mathieu qui parle après moi, qui va vous parler de l'atout et des moyens de protection des voies aériennes. Donc j'ai essayé de faire une présentation qui revient ou qui part de la base, parce qu'on a parfois tendance à oublier un peu les choses basiques. Quand on s'intéresse aux troubles de déglutition et à la dénutrition comme facteur de risque des infections respiratoires et de leur sévérité, on en vient très vite à se dire qu'il y a évidemment des liens entre les deux. Ça a été dit de multiples fois au cours de la journée, la dénutrition, c'est un facteur aggravant de toutes les infections et en particulier respiratoires. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais c'est aussi en tant que tel un facteur d'aggravation des troubles de déglutition, dans ce lien avec la sarcopénie et l'altération des capacités musculaires, l'altération de la toux. C'est un facteur de risque, Mathieu en parlera tout à l'heure, et de la coordination entre la ventilation et la déglutition. Donc toute la problématique qui nous intéresse, c'est cette espèce de cercle vicieux qu'on voit régulièrement chez ces patients avec un handicap relativement lourd, des troubles de déglutition qui vont entraîner une réduction des apports alimentaires, une dénutrition qui va elle-même aggraver, favoriser les troubles de déglutition, et on est dans cette espèce de spirale dont on a souvent un peu de mal à se sortir, ou en tout cas on ne sait pas forcément par quel bout prendre le problème. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de se dire que il faut bien commencer par quelque part, et que probablement intervenir d'abord sur la nutrition, essayer d'améliorer l'état nutritionnel pour ensuite pouvoir rééduquer plus facilement la déglutition, c'est un axe qui paraît intéressant parce que on va pouvoir intervenir de manière un peu extérieure sur l'état nutritionnel avec une augmentation des apports et des stratégies dont on va parler juste après. Juste très rapidement, toutes les listes des pathologies et des patients potentiellement concernés par ces problématiques de nutrition et de déglutition, vous voyez que c'est extrêmement large, extrêmement varié. Un dernier mot d'introduction pour dire que les principes finalement de prévention et de traitement, c'est ce dont on m'a demandé de parler, finalement ils sont assez simples, ils sont assez similaires. C'est essayer d'avoir un état nutritionnel qui soit correct, limiter les fausses routes pour protéger les voies aériennes. Quand on a dit ça, on n'a plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. La dénutrition, je ne reviens pas sur tout ce qui a déjà été dit au cours de la journée. Le principe, il est relativement simple. On se retrouve dans un état de dénutrition quand on a un déséquilibre entre les besoins et les apports. Et ce déséquilibre, il peut être lié soit à un défaut d'apport, soit à une augmentation des besoins, quelle qu'en soit la raison. Un petit mot pour tous les gens qui travaillent dans les services de médecine physique. L'exercice physique, la rééducation, ce qu'on demande à nos patients, ça augmente la dépense énergétique. Donc il faut que ça, on le prenne en compte et qu'on leur apporte plus que ce qu'on aurait fait quand ils sont au repos. Donc, quand on parle de dénutrition, on est quand même très aidé par ces recommandations de la HAS qui sont assez récentes, 2021, et qui ont le mérite de simplifier les choses, déjà, et deuxièmement, de s'intéresser à la population générale. Donc, il y a des recommandations spécifiques pour l'enfant, des recommandations spécifiques pour l'adulte entre 18 et 70 ans, et puis pour la personne âgée de plus de 70 ans. Le principe est simple pour le diagnostic. On fait le diagnostic de dénutrition quand il y a la combinaison de critères étiologiques, qu'on peut appeler facteurs de risque. Je vous les ai listés là, ils sont de 3 natures. Là, c'est ceux pour les adultes entre 18 et 70 ans. C'est une réduction de la prise alimentaire avec des seuils,
une absorption réduite, quelle qu'en soit la cause, et une situation d'agression qui peut être aiguë ou chronique évolutive. Et donc, pour le diagnostic, il faut au moins un critère étiologique combiné à au moins un critère phénotypique, qui sont une perte de poids, avec là encore des critères, et vous voyez que c'est une perte de poids sur une durée déterminée, en pourcentage du poids de forme. Un IMC, pour l'adulte entre 18 et 70 ans, c'est inférieur à 18,5. Et puis, une réduction de la masse musculaire ou de la fonction musculaire. Donc finalement, le diagnostic, vous voyez qu'il n'est pas très compliqué. Et pour le faire, on a besoin d'interroger le patient, d'avoir une idée de son poids et de l'évolution de son poids, de mesurer son IMC et de quantifier sa force, sa fonction musculaire. La deuxième étape, c'est d'essayer d'estimer la sévérité de cette dénutrition. Donc il y a deux catégories, une dénutrition modérée et une dénutrition sévère. Là encore, c'est les critères pour les adultes que je vous ai mis sur la diapo. Il y en a qui sont légèrement différents pour les enfants et pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Et là, on va arriver sur des choses un peu plus, on va dire, légèrement plus complexes, et en particulier le dosage de l'albumine. Voilà. C'est intéressant de noter qu'il n'y a pas de critères biologiques pour le diagnostic pur de la dénutrition. Donc en pratique, ce dont on a besoin, c'est d'évaluer le poids des patients, de mesurer le poids des patients, de le suivre, donc de l'évaluer régulièrement et de voir comment il évolue, d'avoir un dépistage de la dénutrition qui soit répété et systématique. Notez que la biologie, je vous l'ai déjà dit, elle intervient pour évaluer la sévérité et que de manière un peu intuitive, on va se dire que si on veut que ce dépistage il soit réalisé et répété, il faut qu'il soit relativement simple et intégré à nos routines de soins. Et pour ça, à la HS, ils ont défini la fréquence à laquelle on doit se poser la question. Donc c'est différent si les patients sont dénutris et on est sur de l'évolution, ou si les patients sont non dénutris, et vous avez là les fréquences. Voilà, donc c'est une évaluation régulière. Il n'y a pas de recommandation pour les patients avec un handicap ou un handicap neurologique, mais je pense que déjà, si on applique ces recommandations-là qui sont valables en population générale, on va pouvoir dépister plus de patients que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas si simple pour les patients hospitalisés d'avoir un poids. Vous voyez, en MCO, une fois par semaine, en SSR, c'était avant le SMR, toutes les 2 semaines. C'est pas si simple en fait d'avoir cette mesure du poids et c'est ce suivi du poids. Et quand on parle de patients en ambulatoire, c'est à chaque consultation pour les patients qui ne sont pas dénutris ou chaque mois pour les patients qui ont eu un diagnostic de dénutrition, et ben je ne suis pas sûre que ce soit fait de manière systématique. Alors, on m'a demandé de vous parler de la prévention et du traitement. Alors, la prévention de la dénutrition. Je ne vais pas pouvoir tout balayer, mais je pense qu'il y a quelques éléments importants. On a parlé de l'hygiène bucco-dentaire déjà. Je pense que c'est essentiel, en particulier chez les patients qui ont un handicap. J'insiste aussi sur les dents, les patients qui ont des prothèses dentaires qui ne sont plus adaptées parce que les patients sont dénutris, qui ont été perdus, ou voilà, quelle qu'en soit la raison. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'assurer des apports nutritionnels suffisants quand les prothèses dentaires ne sont pas mises ou ne sont pas adaptées. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste, même si, comme le disait Hélène, l'accès aux soins dentaires pour les patients avec un handicap, en particulier neurologique, est quand même extrêmement difficile. Et ensuite, les principes, ils sont relativement simples. Les compléments alimentaires, oui. L'enrichissement de l'alimentation péros en rajoutant des matières grasses, c'est un bon moyen. La nutrition entérale, ça a tout à fait sa place aussi en termes de prévention. On en a parlé ce matin en préopératoire, par exemple, de patients qui vont subir des chirurgies lourdes. Et je pense qu'il faut y penser plus systématiquement. Et puis, j'insiste sur la gastrostomie. Les recommandations, les indications de gastrostomie, c'est quand on a une durée
durée prévisible de nutrition entérale supérieure à 3 semaines. Donc les patients qui traînent avec des sondes nasogastriques pendant 6 mois, parce que ça existe, c'est juste complètement en dehors des recommandations. Une gastrostomie, c'est pas très compliqué à poser, c'est un geste qui est assez peu risqué, et surtout quand on n'en a plus besoin, la gastrostomie, on l'enlève, c'est pas un problème. Donc vraiment, je pense que c'est important de suivre ces recommandations pour le confort des patients, pour l'efficacité de la nutrition entérale, parce qu'il y a plein d'études qui ont montré que les nutritions entérales étaient mieux administrées quand c'est sur la gastrostomie que sur la sonde nasogastrique. On a moins tendance à l'interrompre et il y a moins de complications, il y a moins de reflux. Ça diminue le risque d'infection respiratoire. Yacine en a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, mettons des gastrostomies plus facilement aux patients qui en ont besoin. Le traitement, globalement, c'est la même diapo que sur la prévention. Voilà. Il y a juste rajouter le traitement de la cause, qui est évidemment la première chose à faire. J'avais 2 petits éléments à rajouter sur la question de la dénutrition. Il y a de nombreux papiers relativement récents, je vous en ai mis 2 là, et en particulier le dernier là, qui date de 2023, qui montrent des liens assez clairs entre un déficit en vitamine D et la survenue d'infections pulmonaires chez des patients hospitalisés. C'est assez simple d'avoir un dosage de vitamine D. C'est une raison supplémentaire de supplémenter les patients en vitamine D. Je ne vous fais pas la liste de toutes les conséquences d'un déficit en vitamine D sur le muscle avec la sarcopénie, sur l'os, etc. Et puis enfin, ces liens, et ça va faire la transition avec la deuxième partie, les liens entre la sarcopénie et les troubles de déglutition. Je vous en ai parlé en introduction. Et c'est assez intuitif finalement, moins on a de muscles qui fonctionnent et moins les muscles fonctionnent bien et plus c'est difficile d'assurer cette contraction musculaire et cette coordination complexe de la contraction musculaire pour assurer une déglutition sécurisée. Je passe sur les troubles de déglutition. Je ne vous fais pas la liste des conséquences potentielles qui sont à la fois cliniques, mais aussi, on le verra, psychosociales. Juste ce schéma c'est extrêmement simple, mais qui illustre bien tout l'enjeu. C'est ce carrefour. Vous voyez que les voies aériennes et les voies digestives se croisent avec tout se passe à ce niveau, vraiment au niveau de ce carrefour. Les conséquences personnelles et sociales, elles sont bien montrées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des patients pour qui on pense qu'il y a des troubles de déglutition? L'anatomie du carrefour des voies aérodigestives, c'est une anatomie qui est complexe, avec, je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux muscles impliqués, un contrôle nerveux complexe et une coordination qui n'est pas si simple que ça. L'évaluation des troubles de... Ah non, pardon. Ce qui nous intéresse quand on se pose la question du risque infectieux respiratoire, c'est ce qu'on appelle les fausses routes, donc le fait d'avoir une pénétration d'aliments, de liquide ou de salive dans les voies aériennes. Et il faut vraiment faire la différence entre les fausses routes qui vont être primaires, immédiates, pendant la déglutition. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma à gauche. Les aliments sont en vert. Il y a une partie des aliments qui vont, au lieu d'aller vers l'œsophage, qui vont passer dans les voies aériennes vers la trachée. Et puis, il y a des fausses routes qu'on va appeler secondaires qui vont être décalées dans le temps après la déglutition, plusieurs minutes, parfois plusieurs heures après. Et celles-ci, c'est un mécanisme assez différent. C'est quand il y a des stases, donc vous voyez les petites parties vertes qui restent, qui vont staser sur l'épiglotte, dans les sinus piriformes, dans les vallécules, et qui, à un moment, vont finir par glisser et aller, non pas vers l'œsophage comme ça devrait, mais vers la trachée. Et on imagine bien que, par exemple, quand le patient change de position, en particulier quand il se recouche, et ben voilà, ça peut glisser et tomber en arrière. Un piège, c'est ce qu'on appelle les fausses routes silencieuses, c'est-à-dire des fausses routes qui ne vont pas déclencher de tout, qui ne vont pas déclencher les mécanismes de protection des voies aériennes,
qui vont passer complètement inaperçus, sans aucun signe clinique, jusqu'à ce qu'il y ait une atteinte respiratoire. Comment on dépiste les troubles de déglutition? La première chose, c'est la clinique, comme toujours. Et ensuite, il y a des évaluations instrumentales qui sont... Donc il y a 2 examens qui ont le même niveau de preuve, la nasofibroscopie de déglutition et la vidéofluoroscopie. Sur la clinique, évidemment, c'est une évaluation qui est un peu indirecte. Donc, on a tous les signes indirects de fausse route. On a parlé de la toux, le fait d'avoir une atteinte des crépitants ou une atteinte, en tout cas, des modifications quand le patient inspire, des modifications de la voix, ou évidemment quand il y a des aliments qui sont recueillis et quand le patient tousse. Il y a un test qui est qui est validé de manière très robuste, qui s'appelle le VVST pour Volume Viscosity Swallowing Test. Je vous ai mis la version en anglais, mais elle s'est aussi validée en français. C'est assez simple, le principe est très simple. On va évaluer différentes textures, la possibilité du patient de déglutir différentes textures et différents volumes, et vraiment c'est un test de dépistage où on veut s'assurer que le patient déglutit de manière sécuritaire. On commence par une texture un peu nectar, on augmente les volumes, si ça va bien on passe à des liquides, on augmente les volumes et si ça va on passe à des choses plus solides et vous avez l'algorithme si jamais il y a des moments où ça se passe pas bien. Les 2 méthodes de dépistage instrumentales dont je vous ai parlé, la nasofibroscopie et la vidéofluoroscopie, elles ont chacune des avantages, des inconvénients, le même niveau de preuve. La vidéofluoroscopie, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de regarder la vidéo, mais juste pour vous dire que c'est pas une technique très récente, parce que ça, je ne suis pas sûre que vous ayez le son. Dommage. Donc c'était sur le site de l'INA et c'est un extrait des actualités françaises de 1950. Donc on est quand même sur une technologie pas tout à fait récente. Et cette vidéo me fait rire à chaque fois, puisque vraiment c'est... Donc voilà, on fait de la scopie, très bien, et puis ensuite donc ils expliquent qu'on fait de la scopie, et puis ensuite on va voir le patient qui va avaler. Donc voilà, on a une vraie vidéofluoroscopie. Voilà, avec quelques stases, on a vu des liquides, là on voit des solides. Bon, en pratique, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la vidéofluoroscopie. On va faire exactement ça avec les patients. Et ensuite, on va pouvoir analyser les images et regarder s'il y a une aspiration, voire une pénétration avec un passage, non, je ne vais pas vous la remettre, un passage au-delà du niveau des cordes vocales. Et ce qui nous permet d'avoir ce score de l'échelle PASS pour Penetration Aspiration Scale, qui est le score validé de gravité des troubles de déglutition en fonction du niveau où il y a de la pénétration ou de l'aspiration, et aussi de la capacité des patients à mettre en œuvre des mécanismes de protection des voies aériennes. Et vous voyez qu'on prend pour chaque niveau en compte la capacité du patient à tousser et à nettoyer ses voies aériennes spontanément quand il y a quelque chose qui pénètre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, on a parlé des évaluations cliniques, des évaluations instrumentales. Il y a aussi des scores qui permettent aux patients de s'auto-évaluer. Il y en a un, le déglutition handicap index, qui a été décrit en français. Très récemment, en 2025, il y a une version adaptée qui a été élaborée pour les accompagnants. Donc, c'est une hétéro-évaluation par les accompagnants pour les patients qui sont non communicants ou peu communicants. Ça reste toutes les limites d'une auto-évaluation, mais c'est quand même relativement robuste et ça permet de dépister certains patients. Et c'est très facile d'utilisation. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur le dépistage. Si on s'intéresse à la prévention, je vous ai mis pas mal de photos qui sont extraites d'un travail qui a été fait par les orthophonistes du service de MPR à adultes à Garches, pour mettre en évidence
les postures qui sont à risque et les postures qui sont plus sécurisées pour que le patient soit dans des bonnes conditions pour avaler, le principe étant qu'on va on va essayer de favoriser une déglutition correcte. L'objectif, c'est d'adapter l'environnement, puisqu'on peut, c'est plus difficile d'adapter le patient et de faire récupérer les troubles de déglutition. Et donc, il y a une liste que je vais vous faire défiler là d'adaptation de l'environnement qu'on peut faire pour essayer de limiter le risque de fausse route. Chaque élément est simple et assez intuitif. Toute la difficulté, c'est qu'il faut il faut tous les mettre en œuvre, tout le temps, à chaque repas, par tous les intervenants. Et en fait, c'est toute la difficulté quand on parle de déglutition. Finalement, les principes sont simples. La mise en œuvre est beaucoup plus difficile parce qu'il faut que ce soit chaque aidant, chaque aide-soignant, chaque infirmier qui ait compris, qui en soit convaincu et qui le mette en œuvre à chaque repas 3 fois par jour. Et c'est là où souvent le bas blesse. Je ne vais pas tout vous lire, mais je mets juste un mot pour vous dire que ces horribles becs canards là, c'est une catastrophe. Ça devrait être banni de nos services. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boire avec ça. Pour boire avec ça, vous êtes obligé de mettre la tête en arrière. Il n'y a pas d'autre moyen. Et plus vous avez une extension du rachis, et plus c'est difficile d'avaler. Tout un chacun, si on essaie de boire avec la tête en arrière, ça va être beaucoup plus difficile et ça va beaucoup plus passer de travers que si on est dans une posture normale, ou encore mieux, si on penche la tête. Ça va faciliter la déglutition. Donc, ces trucs-là, je pense en dehors des patients qui ont des syndromes cérébelleux ou des Parkinson avec des troubles du mouvement, pour éviter de renverser les verres, je ne comprends pas l'intérêt. Par contre, vous avez en bas ces verres à découpe nasale qui sont super intéressants et qui permettent vraiment, pour le coup, de boire, y compris le fond du verre, en ayant la tête plutôt penchée en avant. Là encore, c'est des trucs hyper simples, hyper basiques, ça coûte rien, mais ça change vraiment, vraiment la donne. Je ne vous fais pas la liste des postures, mais on a tout un tas de postures qui vont permettre de favoriser la déglutition, éviter les stases d'un côté si on a un sinus piriforme qui a tendance à se remplir d'un côté, etc. Tout un tas de manœuvres où on va demander aux patients de déglutir plusieurs fois, de se racler la gorge, etc. pour, encore une fois, s'il y a des stases, éviter les fausses routes secondaires. Juste un mot important sur la fatigabilité. Déglutir, prendre un repas quand on a trouble de déglutition, ça demande un effort. Plus le temps de repas est long, plus cet effort se prolonge, et on peut vraiment voir des patients qui ont des difficultés, des troubles de déglutition qui n'apparaissent qu'à la fin du repas. Et donc dans ce cas-là, on est obligé de fractionner et d'être super vigilant au fait qu'il ne faut pas que le temps de repas soit trop long. Je ne vais pas parler de trachéo ici et des liens entre trachéo et déglutition parce ça serait trop long, mais la sonde nasogastrique, Yacine en a parlé tout à l'heure, en soi, augmente les risques de augmente les troubles de déglutition d'une manière mécanique. Et donc, quand on a des troubles de déglutition, qu'est-ce qu'on fait ? On va être amené à adapter les textures. Et donc là, pour une fois, on a un consensus international. L'IDDSI, c'est l'adaptation des textures normées de manière internationale pour les liquides et pour les solides, ce qui permet d'avoir un truc un peu cohérent, un peu homogène, et surtout quand le patient va d'un endroit à un autre, que les professionnels se comprennent et sachent de quoi on parle. Il faut bien comprendre que cet index, comme vous le voyez sur le schéma, les liquides et les solides fonctionnent différemment. C'est 2 pyramides différentes. C'est pas forcément très intuitif, puisque vous voyez que parce qu'ils ont gardé c'est les mêmes chiffres en fait qui vont de 0 à 7. Pour les aliments, plus le chiffre est élevé, plus c'est difficile à avaler. Alors que pour les liquides, c'est l'inverse. Plus le chiffre est élevé, plus c'est facile à avaler. Ce continuum est un peu difficile à comprendre, et c'est pour ça que faut vraiment séparer les deux, avoir un score pour les solides, un score pour les liquides,
et être conscient de ça. Et enfin, quand on parle de traitement des troubles de déglutition, je pense que ça rejoint tout ce qu'on a dit sur les escarres, sur voilà. L'élément essentiel, c'est vraiment d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en compte ces difficultés-là, intervenir chacun avec ses spécificités autour du patient et aussi des aidants. Chacun a son rôle à jouer, mais il faut que ce soit coordonné et cohérent. Et plus les diététiciens, nutritionnistes sont intégrés dans les équipes, et meilleur on est, et plus efficace on est. Il faut quand même pas oublier qu'on parle de nutrition, on parle d'alimentation et de plaisir pour les patients. C'est hyper important, c'est tous les jours. Si on leur propose de manger des trucs qui sont absolument pas appétissants et qui n'ont pas de goût, ça ne va pas fonctionner. Et puis après, on a des techniques plus spécifiques en rééducation, avec les orthophonistes, avec les kinés, des techniques d'électrostimulation dont l'efficacité a été plus ou moins prouvée, ou en tout cas dans certaines pathologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en conclusion, les mesures sont, pour la déglutition, pour la dénutrition, relativement simples sur le papier. C'est vraiment pas si facile à mettre en œuvre au quotidien. C'est l'affaire de tous. C'est vraiment des choses qui sont répétées plusieurs fois par jour pour les traitements. Le dépistage, c'est la même chose. Il faut que ce soit répété. Il faut qu'on ait vraiment cette idée de suivi nutritionnel, et qu'on néglige vraiment pas ces deux éléments qui ont des liens extrêmement étroits. C'est vraiment des choses qui sont intriquées et qui vont impacter les problématiques respiratoires, les infections, mais aussi l'état général des patients. Je vous remercie. Merci Julie. Des questions dans la salle ? Merci pour la présentation très complète, c'était très intéressant. Moi, j'avais juste une question par rapport à mon expérience de plusieurs établissements. Je suis kiné intervenant dans des structures polyhandicapées. Là, actuellement, je travaille à Boulogne chez les résidents qui sont lock-in syndrome. Je voulais savoir au niveau de la texture pour l'eau, les boissons en gazeux, ce que vous en pensiez. Ouais, c'est un très bon outil. Le fait d'avoir des liquides gazeux, ça va effectivement stimuler, et c'est beaucoup plus facile d'avaler de l'eau gazeuse quand on a des troubles de sensibilité que de l'eau plate. Donc oui, complètement. C'est pas dans l'idée DSI, dans cette voilà. Mais oui, ça a complètement sa place. Après, c'est comme tout, je pense qu'il faut vraiment l'évaluer, le tester. Voilà, mais c'est plus simple que de l'eau plate, c'est clair. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Julie.